Pierre, c'est à toi. Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Donc, je vous présente les secrets du Kanban. Donc, peut-être vous avez lu dans ma petite présentation de cette conférence, je suis devenu formateur accrédité de la Kanban University il y a quelques années et j'étudie le Kanban, le Lean et tout ce qui se rattache à ces approches. Et donc, je vais vous partager un peu les connaissances que j'ai acquises qui pourraient changer un peu votre perception de ce que vous comprenez du Kanban. Donc, je vais quand même aller relativement vite. J'ai beaucoup de matériel et beaucoup d'idées à vous partager. Donc, allons-y directement. Donc, premièrement, le mot Kanban, comment on prononce Kanban? Je sais qu'en Europe, on dit souvent Kanban. Kanban, Kanban, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un mot japonais. Les Japonais le prononcent d'une certaine façon et nous, ben, dans la langue française, comme c'est une langue vivante, ben, on peut l'adopter ou l'adapter à notre accent. Il n'y a pas de souci pour ça. Et traditionnellement, le Kanban, c'est plutôt un art qui est en fait l'art de créer des enseignes. Donc, au Japon, il existe cet art en fait qui est en train de se perdre graduellement. Mais c'est aussi, ça existe en Occident, évidemment. Vous connaissez certainement, vous avez déjà vu des kanbans autour de vous. Ce sont des signaux visuels. Donc, le fait de signaler telle ou telle boutique, ça vous permet de savoir directement qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le Kanban dans le monde du travail. Ça nous vient du monde manufacturier, spécifiquement de chez Toyota, où on utilise des cartes Kanban. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et faire le parallèle avec nous qui travaillons dans le domaine du knowledge work, le travail des connaissances. Et on a bien sûr le tableau Kanban, donc on a la carte Kanban, le tableau Kanban, et on a aussi la méthode Kanban. Donc la méthode Kanban développée par la Kanban University sous le leadership de David Anderson, c'est une forme de Kanban. Attention, il y a beaucoup de formes de Kanban, comme je l'ai expliqué, le signal visuel chez Toyota, on en parle aussi dans le Lean Six Sigma. Donc, mais moi, je vais focaliser principalement sur la méthode Kanban. Donc, la méthode Kanban, il y a plusieurs pratiques. La première, c'est visualiser le travail. Donc, on va utiliser un tableau pour visualiser les étapes de notre flux de travail. La deuxième pratique, c'est limiter le travail en cours, c'est-à-dire se mettre des limites par colonne pour créer un flux tiré. Et à partir du moment où on a des limites et on respecte ces limites, on peut établir un point d'engagement et un point de livraison et commencer à calculer des métriques du point d'engagement à la livraison. On va appeler ça le lead time ou le temps de traitement. Donc, on va gérer notre flux de travail. Donc, l'idée, c'est d'améliorer, de rendre ça plus fluide. Donc, c'est un peu ça la méthode Kanban. Maintenant, secret numéro 1, Kanban est plus ancien que le mouvement agile. Mais parfois, je me pose la question, pourquoi on n'en a pas entendu parler plus tôt? Je vais vous faire un cours historique. En fait, j'ai plusieurs éléments qui vont nous permettre de répondre à cette question. Tout a commencé avec la chaîne de montage, l'avènement de la chaîne de montage chez Ford aux États-Unis autour de 1913. Ensuite, ben, les entreprises manufacturières ont commencé à utiliser ce principe de chaîne de montage et du côté japonais, Toyota a créé ce qu'ils appellent le Toyota Production System, que nous, on connaît sous le nom de Lean. Donc, ça a commencé dans les années 30 et évidemment, il y a eu une interruption, la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Les Japonais ont capitulé en 1945 et leur économie était très mal en point. Donc, les Américains occupaient le Japon à ce moment-là, mais il y a un certain monsieur Edward Deming qui est allé là-bas pour aider l'industrie japonaise. Et donc, Toyota a pu continuer et a continué de s'améliorer à travers les enseignements de monsieur Deming. Il faut dire que durant la guerre, les États-Unis, il y a eu un grand boom au niveau industriel. Ils ont essayé de trouver des méthodes pour accélérer la production d'armements
pour l'effort de guerre. Et donc, ils ont appris beaucoup de ça. Et par la suite, ben, on a eu un mélange des pratiques américaines et des pratiques japonaises qui se sont créées du côté du Japon. Maintenant, ça a pris plusieurs années avant qu'on ait un retour en Occident. Le premier, on va dire un des pères du Toyota Production System, Taiichi Ohno, son livre a seulement été traduit en anglais en 1988. Donc, c'est relativement récent dans l'histoire. On a aussi ce livre qui a été vraiment important dans le mouvement Lean. En fait, la première utilisation du mot Lean date de ce livre 1990, The Machine That Changed the World. Ensuite, dans les années 80-90, Motorola a développé le Six Sigma. Puis, dans les années 90, on a un peu marié le Lean et le Six Sigma. Et à travers ce livre, c'est on va dire la première publication qui parle de Lean Six Sigma qui date de 2002. Pendant ce temps-là, mais le mouvement agile avait déjà débuté dans les années 90. Le manifeste est signé en 2001. Les approches à l'époque sont le Scrum, l'Extreme Programming. On parle aussi d'Adaptive Software Development et de Crystal. Je pense qu'il y en avait d'autres aussi, mais ces approches sont un peu disparues aujourd'hui au profit de Scrum et ensuite Kanban. Il reste encore un peu de Extreme Programming. Mais à l'époque, 2001, Kanban n'était pas là. Pourquoi? Eh bien, M. Anderson a commencé ses premières expériences avec ses idées autour de 2004-2005 chez Microsoft et a seulement commencé à parler de cette méthode qu'il était en train de développer autour de 2007. Il a publié son livre. Peut-être que vous connaissez, il existe en français. On le surnomme souvent le livre bleu. Donc, ce livre a été publié en 2010 et ensuite, il a fondé la Kanban University en 2011. Donc, si on compare avec la signature du manifeste 2001, le mouvement agile qui avait déjà commencé dans les années 90, donc on est déjà près de 20 ans plus tard. Et aujourd'hui, on commence à en parler beaucoup plus. La méthode est de plus en plus populaire, mais elle reste encore méconnue dans notre monde. Et donc, si je compare l'évolution, on va dire, de la popularité des approches agiles, les données ici me viennent du rapport annuel State of Agile, qui est un sondage annuel, peut-être que vous connaissez. Donc, j'ai reproduit les données là, sur un graphique ici. Donc, de 2007 à 2020, on voit que la popularité du Scrum a quand même augmenté. On était autour de 40 au début. On est maintenant autour de 60 pendant ce temps-là, la deuxième approche la plus populaire de l'époque, Extreme Programming, a beaucoup perdu de sa notoriété au fil des années. Et on voit que l'utilisation du Kanban a seulement commencé à être répertoriée à partir de 2012. Donc, rappelons-nous, la Kanban University fondée en 2011, le livre bleu publié en 2010. Donc, aujourd'hui, 2022, on se retrouve autour de 8 de popularité pour ce qui est du Kanban et autour de 60 pour le Scrum. Donc, on voit que dans le monde de l'agilité, le Scrum reste très, très connu et populaire. Le Kanban est en faible croissance. C'est dû au fait que le mouvement agile a commencé avant l'apparition du Kanban. Il y a deux entités majeures qui proposent des certifications et des formations Scrum. On parle de Scrum Alliance et de Scrum.org. La Kanban University a commencé plus tard à créer ses formations et ses certifications. Donc, ça explique un peu, on va dire, cet écart de popularité entre le Scrum et le Kanban. Mais ça reste néanmoins une approche qui est super importante et c'est ce que je veux essayer de vous transmettre aujourd'hui. Donc, le secret numéro 1, c'est le suivant. La méthode Kanban est à ce jour peu ou pas maîtrisée par la majorité des agilistes.
Maintenant, ceci n'est pas une critique, c'est plutôt un appel à une invitation à en apprendre plus de votre côté. Et je vais vous parler de beaucoup de références au cours de cette présentation. Je vous ai déjà montré quelques lignes, mais je vais y revenir. Maintenant, le secret numéro 2, qui nous vient de Lean, la plus grande source de gaspillage est le surplus d'inventaire. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je vais vous demander de me suivre dans mon cheminement ici parce que je vais vous parler beaucoup de Lean pour commencer. Mais ça va vous permettre de comprendre d'où vient le Kanban et pourquoi c'est important pour nous. Donc, en Lean, on va parler des 8 formes de gaspillage. On a la surproduction, c'est-à-dire produire plus de produits que la demande, que ce que les clients ont besoin. Ensuite, les temps d'attente, les temps perdus parce qu'on attend qu'une étape s'exécute ou se termine. Les transports ou le transport des produits ou des matériaux, donc ça implique du temps, des efforts et des coûts. Le traitement supplémentaire, c'est-à-dire du travail superflu qui n'est pas nécessaire. Par exemple, on vise une qualité qui est supérieure à ce qui est nécessaire ou à ce qui est demandé. L'inventaire, donc l'inventaire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais mettre plutôt l'accent là-dessus. Je vais juste quand même terminer avec les autres, mais l'inventaire, c'est conserver un excès de produits ou de matériaux qui ne seront pas utilisés, qui ne seront pas vendus, qui ne seront pas traités. Les anomalies ou les défectuosités, donc c'est-à-dire on a probablement dans notre chaîne de montage quelque chose qui crée un problème à l'intérieur de nos produits. On doit réparer la situation, on doit peut-être jeter de l'inventaire défectueux. Le mouvement ou les mouvements, c'est-à-dire le temps perdu en déplacement des personnes, on va parler de déplacement inutile, bien entendu, et finalement, les talents inutilisés, c'est-à-dire la sous-utilisation des talents, des habiletés, des connaissances. Donc, toutes ces formes de gaspillage, c'est important de les éliminer dans une organisation agile Lean. Mais l'inventaire est la plus grande source de gaspillage. Donc, je vais mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Ça nous vient de Taiichi Ohno, donc le père du juste à temps. Donc, il est considéré comme le père du Toyota Production System qui est devenu Lean en Occident par la suite dans les années 80. Mais Taiichi Ohno nous dit que la plus grande source de gaspillage est le surplus d'inventaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on était dans un entrepôt, dans un domaine manufacturier, c'est facile à comprendre. Si on a un surplus d'inventaire, l'entrepôt est plein. Si l'entrepôt est plein, potentiellement qu'on n'a plus de place pour accueillir des nouveaux matériaux, on n'a plus de place pour circuler, on ne sait pas où est quoi, donc c'est difficile de se retrouver si on a des piles et des piles de boîtes qui contiennent nos produits ou nos matériaux. Et en même temps, ça peut nous amener à vendre à perte. Donc, notre surplus d'inventaire, on doit s'en débarrasser. Pour ceux et celles qui ont déjà travaillé dans le monde du commerce de détail, vous le voyez régulièrement. Il faut écouler les stocks. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux stocks qui arrivent et on doit les entreposer. Et donc, on doit se débarrasser, se défaire des stocks existants pour faire de la place. C'est exactement de ça qu'on parle. Accumuler de l'inventaire crée un gaspillage parce que là, on doit traiter cet inventaire, on doit s'en défaire et potentiellement vendre à perte. Maintenant, un autre élément important, c'est qu'il faut considérer l'inventaire comme une dette et non un actif. Maintenant, dans le monde comptable, l'inventaire, les objets que l'on possède dans l'organisation, c'est nécessairement un actif au niveau comptable. Mais M. Goldratt,
le créateur de la théorie des contraintes, qui est super important dans la méthode Kanban, la théorie des contraintes, M. Goldratt nous dit qu'il faut considérer l'inventaire comme une dette et non un actif. Autrement dit, il faut se défaire de cette dette le plus rapidement possible, même si au niveau comptable, on considère que c'est un actif. Maintenant, pour y arriver, le principe du flux tiré va nous aider, c'est-à-dire pour nous aider à éliminer cet inventaire. Maintenant, dans le monde du commerce de détail, le supermarché ou dans le monde de la restauration, le flux tiré, il est facile à comprendre. Au supermarché, on ne peut pas mettre plus d'inventaire sur les tablettes que la capacité des tablettes. Où est le reste de l'inventaire? Il est en arrière, dans l'entrepôt du magasin. Et lorsqu'on aura écoulé l'inventaire sur les tablettes, on pourra prendre l'inventaire de l'entrepôt et remplir la tablette. Et lorsque l'inventaire de l'entrepôt sera épuisé, ou du moins aura atteint une certaine limite, il y a une commande qui arrivera de nos fournisseurs pour remplir l'inventaire qui est en entrepôt. Au restaurant, le principe est similaire. Ici, l'inventaire, qu'est-ce que c'est dans notre organisation du restaurant? C'est les clients qui sont assis à l'intérieur. Donc, si le restaurant est plein, nécessairement, un restaurant populaire qui est plein va probablement avoir une file d'attente à l'extérieur. Et donc, on ne peut pas accueillir plus de clients que la capacité du restaurant. Donc, c'est super important ici. On limite l'entrée ou l'arrivée des demandes ou l'arrivée de l'inventaire selon notre capacité. Qu'on soit en commerce de détail, qu'on soit dans un supermarché ou dans un restaurant, c'est facile à comprendre parce qu'on a un volume physique d'objets que l'on peut accueillir. Dans le cas du restaurant, on a un certain nombre de places dans lesquelles les clients peuvent s'installer, peuvent s'asseoir. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre une organisation qui utilise le flux tiré et l'inverse qui pourrait être qualifié de flux poussé? Eh bien, dans un domaine de fabrication de produits, on va dire que si on est dans un système poussé, bien, on va faire une estimation de la demande future et ça va déterminer la quantité à produire. On va démarrer les travaux le plus rapidement possible et on va utiliser les ressources à pleine capacité. Ça peut être les machines, ça peut être les humains. Maintenant, on veut renverser la vapeur avec le flux tiré. Dans une organisation qui utilise un flux tiré, c'est la demande client qui va déterminer la quantité à produire. Les travaux seront démarrés seulement s'il y a de la capacité disponible. Et l'utilisation du Kanban, qui fait partie du principe du flux tiré, va nous permettre un réapprovisionnement juste à temps des stations de travail pour éviter l'arrêt de la production. Donc, si vous imaginez une chaîne de montage de voitures, on ne doit pas créer plus de voitures que la demande et on va démarrer les travaux s'il y a de la capacité. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas les matériaux sur la chaîne de montage, on attend qu'il y ait de l'espace, que la chaîne se libère graduellement pour démarrer une nouvelle voiture, la construction d'une nouvelle voiture. Maintenant, chaque station de travail au long de notre chaîne de montage, on doit réapprovisionner en inventaire, en objets qui vont permettre de fabriquer le produit. Et le but, c'est d'éviter l'arrêt de la chaîne de production. Donc, on va réapprovisionner juste à temps des stations de travail. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas non plus conserver trop d'inventaire autour de la chaîne de montage pour éviter justement le même problème que dans notre entrepôt qu'on a vu un peu plus tôt. Les gens ne sont pas capables de se déplacer, on ne sait pas où est quoi, on doit chercher, on perd du temps énorme. Et donc, c'est ce qu'on veut faire dans une usine, dans une chaîne de montage, en utilisant les principes du Lean. On veut créer un flux tiré. Maintenant, comment on procède? Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, puis ensuite, je vais faire le parallèle avec nous.
Donc, restez avec moi. La carte Kanban est utile dans ces environnements et elle sert de signal visuel. Maintenant, imaginez que vous avez une pièce que vous devez utiliser. Vous avez, par exemple, 12 boîtes en inventaire et vous utilisez environ une boîte du produit de cette pièce par semaine. Vous avez près de votre station de travail de la place pour conserver 12 boîtes en stock et vous pouvez facilement recevoir une nouvelle commande à chaque 12 semaines. Donc, disons que c'est une pièce plutôt qui requiert une certaine fabrication un peu plus longue. Vous n'en avez pas besoin tant que ça, seulement qu'une par semaine, mais vous savez que vous pouvez restocker à chaque trimestre. Maintenant, on va insérer la carte Kanban, ce signal visuel, on va l'insérer dans notre inventaire à un endroit judicieux, c'est-à-dire là où on détermine qu'on a une quantité maximum en stock qu'on doit conserver pour éviter l'arrêt de la chaîne de production. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où on atteint cette limite minimum, on va découvrir la carte Kanban et de là, on va pouvoir procéder. C'est-à-dire, on va prendre la carte, on va l'envoyer à une personne qui est en charge des commandes. Pendant ce temps-là, bien, nécessairement, la production continue. On va continuer d'utiliser l'inventaire existant. La personne en charge de la production, c'est-à-dire du réapprovisionnement des commandes, va venir justement, en fait, va envoyer la commande chez le fournisseur, va potentiellement avoir déjà de l'inventaire dans l'entrepôt en arrière et va venir réapprovisionner la chaîne de montage, donc la station de travail. Et au cours des prochains mois, on va recevoir de notre fournisseur du nouvel inventaire en arrière dans l'entrepôt. Donc, l'idée, c'est de conserver un minimum et un maximum, de ne pas dépasser ce minimum. Lorsqu'on atteint le minimum, on va provoquer un flux tiré, c'est-à-dire on va commander des pièces pour réapprovisionner la chaîne de la station de travail et par la suite pour réapprovisionner l'entrepôt. Donc, on ne veut pas de surplus d'inventaire autour de la chaîne de montage. On veut un endroit qui est propre, qui est ordonné. Et donc, c'est ça le lean. C'est de là que nous vient aussi le flux tiré et l'approche Kanban. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que nous, on n'a pas de chaîne de montage, on n'a pas d'inventaire lorsqu'on travaille dans ce qu'on appelle le knowledge work, le travail des connaissances. Si vous êtes en IT, vous faites du développement logiciel, le web, vous êtes en marketing, vous êtes en ressources humaines, vous utilisez vos cerveaux pour résoudre des situations. Donc, vous n'avez pas d'inventaire. Mais le secret est le suivant. Votre travail en cours est l'inventaire. Donc, tous les travaux que vous avez démarrés et qui ne sont pas terminés, c'est votre inventaire. Et si vous comprenez ce secret, vous venez de comprendre Kanban et le flux tiré. Tous les principes Lean peuvent s'appliquer à votre gestion si vous comprenez que le travail en cours, le work in progress dans le jargon en anglais, c'est votre inventaire. Donc, votre inventaire, il est entre le point d'engagement et le point de livraison. Donc, ce qui est dans votre backlog, ce n'est pas de l'inventaire parce que ce n'est pas commencé. Et ce qui est terminé, c'est livré, c'est terminé, ce n'est pas de l'inventaire. Mais entre ces deux points, voici votre inventaire. Et c'est pour ça qu'on doit réduire le WIP, on doit limiter le travail en cours pour fluidifier votre flux de travail, pour éviter la surcharge de nos travailleurs, autrement dit, pour éviter un excès d'inventaire ou un surplus d'inventaire tel qu'on pourrait le voir dans une approche lean manufacturière.
Maintenant, un élément super important, c'est le respect des limites et le respect du point d'engagement. Traverser ce point, cette frontière qui est le point d'engagement, sans respecter les limites, c'est comme pousser du travail. Ça devient un flux poussé. On veut tirer et on tire le travail parce qu'il y a de la capacité. C'est-à-dire que si on est plus bas que la limite, si on a, par exemple, ici dans ma colonne, ma première colonne sélectionnée, j'ai une limite de 6, mais j'ai seulement 5 post-it qui sont déjà là, 5 travaux qui ont été sélectionnés déjà. Donc là, j'ai la capacité d'en tirer un de plus. J'ai de la capacité. Maintenant, si je pousse plus que ça, je viens d'enfreindre un peu notre règle interne de respect du point d'engagement et de la limite de travail en cours. Je viens court-circuiter mon flux de travail et là, je vais un peu bousiller mes données. Mes métriques ne seront plus pertinentes parce que je viens de court-circuiter mon cadre de travail. En Scrum, ça serait la même chose que de dire, ben, j'insère en cours de sprint des nouveaux travaux qui n'avaient pas été sélectionnés à la planification, au sprint planning. Donc, backlog, c'est votre file d'attente. C'est comme le restaurant qui est plein. Si un restaurant est plein, il y a une file d'attente qui se forme. Le backlog, c'est votre file d'attente. On peut seulement qu'accueillir un certain nombre de travaux en même temps et on doit respecter cette ligne. Donc, c'est le deuxième secret. Votre travail en cours est votre inventaire. Il faut le traiter comme une dette. Autrement dit, il faut s'en défaire. Il faut l'écouler le plus rapidement possible en respectant évidemment le fait qu'on doit finir les choses avant de débuter autre chose. Donc, en respectant les limites et en respectant le point d'engagement, on vient de créer un flux tiré. Maintenant, quelques autres secrets en rafale. Évidemment, lorsque j'ai fait la recherche pour créer cette présentation, j'ai eu plein d'idées et donc j'ai dû me limiter. Il y aura un troisième secret en conclusion, mais je voulais vous partager quelques autres idées que j'ai eues. Donc, là, le premier, Kanban peut être aussi léger ou profond que vous le désirez. Donc, vous pouvez travailler avec un tableau Kanban. Vous pouvez démarrer votre initiative d'adoption du Kanban avec les différentes pratiques, une à la fois. Vous commencez par visualiser à l'aide d'un tableau. Vous commencez ensuite à limiter le travail en cours, ensuite à gérer votre flux de travail, rendre les politiques explicites, adopter des boucles de rétroaction et ensuite, vous allez continuer à vous améliorer de façon collaborative et évolutive. Maintenant, vous pouvez travailler au niveau de l'équipe, vous pouvez travailler de façon individuelle. Idéalement, un jour, c'est d'atteindre un flux de travail plus large, commencer à connecter les équipes ensemble et un jour, potentiellement, vous avez le bout en bout, le flux de valeur de la demande client à la livraison et la satisfaction du client. Mais commencez là où vous êtes, commencez aussi léger ou profond que vous le désirez et évoluez à partir de là. Ensuite, deuxième élément, Kanban nous dit que le but d'un virage agile n'est pas de créer des équipes, c'est pas de créer des équipes agiles ou des équipes Scrum. Le but, c'est de viser l'agilité d'affaires. Et il y a un livre là-dessus qui est super intéressant, le livre de, peut-être vous connaissez, Klaus Leopold, il est autrichien, il a écrit sur le sujet. Je ne sais pas si son livre est disponible en français, mais son livre Rethinking Agile, c'est exactement son sujet. Dans beaucoup d'organisations, on va viser une agilité au niveau des équipes IT, développement logiciel, opération, tout ça, mais on oublie parfois le reste de l'organisation. Mais l'organisation, c'est un écosystème et le but, c'est de viser l'agilité d'affaires, c'est-à-dire l'organisation, elle est plus rapide sur le marché, elle peut répondre plus facilement
aux demandes clients et surtout au changement de l'environnement, au changement potentiellement des besoins des clients, parce que les clients, leurs besoins vont évoluer. Donc, c'est ça l'agilité d'affaires. Maintenant, la réponse, ce n'est pas de créer des équipes agiles seulement dans le groupe IT. Non, il faut viser plus large parce que ce qui arrive, les demandes qui arrivent chez nos travailleurs en informatique, en développement logiciel, en opération IT, ben, nécessairement, ça répond à des besoins plus larges. Souvent, dans les organisations, quand on fait un virage agile, on focalise dans ce département et parfois, on oublie qu'il y a un client. Donc, attention à ça. Et finalement, la forme de Kanban la plus populaire est Scrum. Donc, souvent, j'entends les gens demander mais qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est Scrum ou c'est Kanban? Le fait est que Scrum est, en quelque sorte, une forme de Kanban. On a les mêmes principes. On va limiter le travail en cours. Bien sûr, on ne le fait pas avec des limites par colonne, mais on a une vélocité, on va faire une planification, on va déterminer quel est le maximum de points relatifs que l'on peut accueillir dans notre sprint. Donc, c'est une forme de WIP limit et en même temps, c'est un point d'engagement. Le sprint planning est le point d'engagement. La durée du sprint, 2 semaines. On a un point de livraison à chaque fin de sprint. Normalement, on devrait livrer ce qui a été accueilli dans notre sprint. Maintenant, il y a d'autres détails reliés à ça. Ben, c'est sûr, l'utilisation du tableau, ça répond aux besoins de visualisation. La limite de travail en cours, c'est, comme je viens de le mentionner, la vélocité. Et ensuite, ben, on va gérer notre flux de travail. On va vouloir améliorer les choses au fil du temps. Par la suite, ben, on va commencer à s'extérioriser. On va commencer à parler à d'autres équipes. On va commencer à interagir de façon un peu plus agile avec ces équipes-là. Et potentiellement, on peut migrer vers une approche un peu plus Kanban avec un flux tiré. Donc, si un jour on décide que le sprint de 2 semaines, on veut le raccourcir encore plus, peut-être qu'on fait un sprint de 1 semaine et éventuellement, peut-être qu'on n'a plus besoin de sprint. Et là, on se retrouve dans un mode un peu plus Kanban. Donc, voilà. Peut-être que celui-là vous surprend. Je n'aime pas comparer Scrum et Kanban comme étant deux opposés. C'est vraiment Scrum, c'est une forme de Kanban d'équipe pour moi. Donc, quand je parlais, on peut aller à tous les niveaux. Ça peut être au niveau individuel, ça peut être au niveau d'une équipe. Donc, Scrum, généralement, est beaucoup utilisé au niveau d'une équipe et le Kanban peut l'être aussi. Maintenant, mon dernier secret, le secret probablement le mieux gardé, ce sera la conclusion de ma présentation. Kanban est plus qu'une approche agile parmi d'autres. David Anderson, le fondateur de la Kanban University, nous dit « Kanban est seulement un nom ». Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Kanban, c'est un signal visuel, c'est une enseigne de magasin, c'est une carte, c'est un signal visuel. Mais le fait que la méthode s'appelle Kanban, gardez en tête que c'est seulement un nom. Donc, c'est beaucoup plus profond que seulement l'utilisation d'un tableau ou d'une carte de signalisation, un signal visuel. Mais où est-ce que David Anderson a pris cette façon d'expliquer la chose? Il a pris ça de nul autre que Bruce Lee, qui a dit exactement la même chose pour son art martial qu'il a développé, le Jeet Kune Do. Il a dit c'est seulement un nom parce que la signification, c'est la voie du point qui intercepte. Et un jour, il y a un de ses élèves qui a demandé oui, mais on ne fait pas tellement d'interception de points, on fait plein d'autres choses, des coups de pied, des coups de coude, etc. Jeet Kune Do est seulement un nom. Donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que tout est relié au nom Kanban. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, et Kanban, c'est un cadre. Kanban, c'est une méthode. Et donc, si je fais la distinction avec un cadre, par exemple, le cadre Scrum,
Un cadre, il y a une structure qui a été établie. Il y a des façons de travailler qui ont déjà été établies, déterminées, codifiées. C'est comme si vous achetez un meuble IKEA. Ben, normalement, si vous achetez un meuble chez IKEA, vous devez suivre les instructions et vous allez bâtir un meuble et il y a peu de variabilité. Il y a quelques flexibilités. Vous pouvez choisir la couleur, peut-être la forme des portes ou des tiroirs ou peu importe. Il y a une certaine flexibilité, mais il faut quand même suivre les instructions et dire, ben, on va mettre en place les éléments de telle ou telle façon. Maintenant, je résume, là, évidemment, en Scrum, il y a un peu plus de flexibilité que ce que j'explique ici, mais en gros, un cadre, c'est ça, il faut suivre une structure établie. Maintenant, la différence avec Kanban, c'est que Kanban, c'est une méthode qui permet de créer votre cadre. Donc, Kanban permet de créer votre cadre sur mesure, personnalisé pour vous. C'est comme si vous allez chez Brico Dépôt, vous achetez votre bois, vous achetez votre colle, vos outils et vous fabriquez votre propre meuble adapté à vos besoins. C'est ça la différence entre un cadre et une méthode. Donc, Kanban, non seulement on peut l'utiliser au niveau d'une équipe en tant que cadre agile, mais on peut l'utiliser pour créer un cadre sur mesure. Et Kanban est fractal, ça veut dire qu'on peut l'utiliser à tous les niveaux. On peut l'utiliser de façon individuelle, au niveau des équipes, un flux de travail plus large, un flux de valeur bout en bout. On peut l'utiliser au niveau du travail terrain, la gestion de portfolio ou même la stratégie organisationnelle. Et c'est une approche qui est profonde, qui a beaucoup de composantes au-delà du tableau et l'utilisation du flux tiré. On va parler du KMM, le Kanban Maturity Model, qui est un modèle de maturité organisationnelle qui permet à nous, les coachs agiles, d'aider l'organisation à atteindre justement une agilité d'affaires. On a les flight levels décrits par Klaus Leopold dans son livre Rethinking Agile, c'est-à-dire les différents niveaux de survol pour observer ce qui se passe dans l'organisation en termes de travaux en cours, au niveau des équipes, au niveau du portfolio, au niveau de la stratégie organisationnelle. On a le Fit for Purpose aussi, qui est un cadre de gestion, de développement de produits. Donc, ça vient se rattacher aussi à la méthode Kanban. On a le Upstream Kanban aussi, décrit par Patrick Steyhart. Donc, le Upstream, le Kanban en amont, qu'est-ce qui vient avant le backlog? On n'en parle pas beaucoup en Scrum, mais on peut utiliser le Kanban pour suivre et guider notre travail en amont du backlog. Qu'est-ce qui se passe avant? Il y a de l'analyse, de la conceptualisation, de la stratégie. On peut le suivre à travers un tableau Kanban. Donc, l'approche, elle est profonde et elle repose sur des principes puissants qui nous viennent de plein de gens qui ont écrit, qui ont étudié dans le monde manufacturier ou dans le monde du travail. On parle de Taiichi Ohno, Donald Reinertsen, M. Goldratt, la théorie des contraintes, Deming aussi. Donc, tous ces concepts viennent un peu créer la base de la méthode Kanban. Donc, la méthode Kanban est beaucoup ancrée dans le Lean, mais a été adaptée au travail des connaissances et on a besoin de ça dans le monde où on veut faire un virage agile pour atteindre une agilité d'affaires. Donc, on ne doit pas se limiter seulement qu'à une approche dite agilité d'équipe, telle le Scrum, et essayer de mettre ça partout dans l'organisation. Il faut voir plus large. L'organisation est un écosystème et c'est là que la méthode Kanban peut nous aider justement à atteindre une plus grande agilité d'affaires. Donc, le secret numéro 3, en conclusion, la méthode Kanban est conçue pour l'atteinte d'une agilité d'affaires à l'échelle de l'organisation. Donc, ce n'est pas seulement pour gérer du travail d'équipe, opération. Non, on va aller plus loin avec tous ces éléments que je viens de vous présenter. Vous pouvez vous poser les bonnes questions et en tant que coach, vous pouvez guider les leaders dans l'organisation, les managers. Vous pouvez les aider à atteindre une plus grande
on va dire une agilité d'affaires, mais une plus grande qualité, une plus grande satisfaction des clients et aussi une plus grande satisfaction des employés. Alors, je pense avoir couvert tout mon matériel pour le moment. J'avais prévu une période de questions. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, Pierre, on remet la caméra et tu vas voir la salle justement en direct de Bordeaux. Je ne sais pas si tu nous vois bien. Voilà. Oui, je vous Donc, vois très bien. j'invite ceux qui sont à distance à poser leurs questions directement dans le chat et puis tu pourras les sélectionner et à ce moment-là, bien les lire avant pour que Oui, dans la salle, on comprenne la question. Et puis, je prendrai aussi des questions dans la salle à laquelle tu pourras répondre directement. Et juste, si tu permets, juste pour ajouter un petit secret dans la vie pratique, ceux qui ont des ados, ça marche aussi pour les courses. Quand vous avez des paquets de spaghettis, par exemple, s'il reste 2 paquets de spaghettis, c'est le signal pour racheter 3 autres. Et ça fonctionne aussi, vous faites du Kanban sans vous rendre compte, en ayant ce signal quand le stock n'est pas suffisant pour les réprévisionner. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais amener le micro. Je voulais savoir, dans le contexte d'une petite entreprise, avec une équipe qui marche en Kanban, mais qui doit gérer plusieurs projets avec du coup des priorités qui sont indépendantes selon les projets, est-ce que c'est adapté ou pas? oui. En fait, un des principes super importants que je n'ai pas mentionné, c'est la gestion des attentes. Donc, c'est-à-dire, si vous avez plusieurs projets, potentiellement, vous avez plusieurs sources de demande, plusieurs clients. Évidemment, parce que vous avez une capacité limitée, vous êtes une petite équipe, une petite entreprise, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vos gens sont occupés et donc on doit finir les choses avant de commencer autre chose. Et donc, il faut être transparent avec les clients et c'est le principe de repousser l'engagement. Donc, quand on parle du point d'engagement, devant le point d'engagement, on a le backlog, la file d'attente. Si le client doit attendre avant la prise en charge, on doit en parler, on doit être transparent face à notre client et déclarer, ben oui, je peux faire votre travail, ça va prendre, selon mes statistiques, mes probabilités, ça va prendre 2 semaines, mais attention, je ne peux pas démarrer vos travaux aujourd'hui, je peux seulement le faire dans 1 semaine. Donc, c'est le genre de gestion des attentes que l'on doit mettre en place. On doit amener une transparence face à cette conversation avec les clients. Merci. Il y a une autre question au premier rang. Merci. Moi, j'avais une question. Donc, sur Kanban, souvent, on parle de la limite de WIP, donc par colonne, Oui. pour éviter de se faire submerger. Et concrètement, dans les équipes au quotidien, c'est souvent des équipes qui font beaucoup de correction de bugs, de run. Enfin, c'est souvent ces équipes-là qui sont plutôt en Kanban qu'en Scrum. Est-ce que Mhm. ça serait contre la philosophie Kanban d'ajouter aussi une limite de WIP verticale pour dire, bah, ça, c'est mes projets de build de fond que j'aimerais faire avancer et ça, c'est mon run en haut et du coup, Ouais. je sais pas si tu vois ce que je veux Vous dire? voulez, Une vous limite voulez dire entre horizontal? ouais, Horizontal? en plus, ouais, pour dire, bah, Ouais. au-dessus de cette limite-là, j'ai le droit de faire un peu de build et faire avancer mes sujets de fond et en dessous, non, il faut que je m'occupe de ce qui est au-dessus parce que c'est en train de se stocker, trop. Ce serait Très, contraire ou pas? très bonne question. En fait, oui, on peut faire des whip limits par colonne et par couloir. L'idée, c'est la suivante, c'est que faut d'abord respecter les colonnes parce que c'est les étapes de votre flux. Et en deuxième lieu, respecter les couloirs qui sont horizontales. Ensuite, vous pouvez même utiliser cette pratique-là pour déterminer quel ratio d'effort vous voulez mettre sur tel ou tel aspect de votre travail. Si vous avez, par exemple, correction
de bugs, projets, amélioration continue, vous pouvez arriver et dire mais je vais imposer 50% de limite sur la première rangée, 25% sur la deuxième, 25% sur la troisième. Donc, concrètement, si vous avez un whip de colonne qui vous permet, par exemple, 20 billets à l'intérieur de votre tableau, bien, vous pouvez dire maximum 10 dans la première rangée, 5 dans la deuxième, 5 dans la troisième. Ce qui va arriver, c'est qu'au réapprovisionnement, quand vous allez remplir votre première colonne, vous allez faire un choix. Si votre première colonne a une limite de 6, il faut d'abord respecter cette limite. Et ensuite, vous allez vous poser la question, s'il vous reste par exemple 5 billets dans la colonne qui a une limite de 6, vous pouvez en tirer seulement que 1. Maintenant, vous allez compter le nombre de billets dans la première rangée. Si vous êtes à 10 sur 10, vous devez trouver de la place dans une autre rangée. La deuxième, vous êtes à 4 sur 5, ben voilà, vous pouvez tirer un billet de ce type. Donc, ça force votre groupe de travail à choisir le bon type de travail à faire à partir du backlog, mais basé sur la politique que vous avez mis en place. C'est-à-dire, bon, on va faire 50% des efforts ici, 25%, 25%. C'est bon? Maintenant, peut-être, attention, c'est que les logiciels de tableau virtuel ne permettent pas toujours de faire des limites par couloir, par ce qu'on appelle dans le jargon les swim lanes. Donc, les swim lanes, on n'est pas toujours capable de le faire dans les logiciels virtuels. Autre question? Bonjour. Bonjour. Comme on est en flux continu, du coup, il n'y a pas de cycle. À quel moment on fait de l'amélioration continue en Kanban? Qu'est-ce que Kanban dit à propos de ça? Très bonne question. En fait, le cycle le plus court, c'est la journée de travail. Donc, dans votre quotidien, flux tiré, votre cycle, c'est la journée. Donc, il y aura une mêlée, ce qu'on appelle des fois le daily ou le stand-up, la mêlée Kanban tous les matins, comme on le fait en Scrum. Donc, ça, c'est votre façon de trouver ou de converser au niveau de l'équipe sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Ensuite, cette information doit être rapportée dans une autre rencontre qu'on va faire à toutes les 2 semaines, qu'on appelle la revue de livraison. Donc, la revue de livraison, c'est un peu comme un mélange de revue de sprint et de rétrospective. Donc, c'est plus axé sur les données en tant que telles, moins sur les émotions ou les sentiments des gens, quoique je propose toujours de faire des rétrospectives séparées de la revue de livraison. Mais Kanban nous dit, faites une revue de livraison au minimum aux 2 semaines pour vérifier, valider que ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des solutions à mettre en place? Et après ça, à l'échelle de l'organisation, parce que vous avez potentiellement plusieurs groupes de travail qui peuvent coexister et se rapporter à un niveau supérieur, par exemple un portfolio de gestion. Ben à ce moment-là, il y a une autre rencontre qui va s'appeler la revue des opérations, dans laquelle on va ramener toutes les données ou tous les problèmes, incluant les risques. On a aussi, à l'intérieur de ça, potentiellement une revue de risque. Donc, quand vous commencez à amener le Kanban à l'échelle, vous allez avoir ces boucles de rétroaction à différents niveaux. Et là, les individus doivent ramener l'information pour pouvoir ensuite prendre des décisions et faire les changements qui s'imposent. Mais ça va dans les deux sens. Ça veut dire, c'est sûr qu'au quotidien, on peut améliorer notre propre système. Si on a besoin d'aide, ben à ce moment-là, on peut aller à la revue de livraison et là, on va peut-être faire, par exemple, comment on dit en ligne, là, j'ai en tête le Ishikawa, mais bref, on va faire des techniques d'amélioration continue. Et si on a besoin de prendre d'une prise de décision à un plus haut niveau, ben à ce moment-là, on peut ramener ça à la revue des opérations. Peut-être que vous avez déjà ce genre de rencontre. Maintenant, en Kanban, on va le formaliser et on va surtout déterminer qui va transporter l'information d'une rencontre à l'autre parce que c'est évidemment pas tout le monde qui va se
pointer à toutes les rencontres. C'est un Kaizen, j'avais en tête. On va faire potentiellement des Kaizen aussi dans la méthode Kanban, pour ceux qui savent c'est quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, Pierre. Merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, si c'est possible, de nous partager les slides pour les mettre à disposition des gens qui le souhaitent. Voilà. Sinon, je vous laisse. Voilà. Merci, Pierre. Merci infiniment de m'avoir accueilli parmi vous. Ce fut un grand plaisir et peut-être l'année prochaine, je viendrai vous voir en personne. D'accord, ce sera avec plaisir. Merci, Pierre. Bonne journée.